Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19-20. À la une, tout à l'heure de votre édition nationale, l'opération Main propre se poursuit face aux soupçons de corruption dans le monde du football. Michel Platini est suspendu pour 90 jours par le comité d'éthique de la FIFA. Coup dur pour celui qui rêve de prendre la tête de la fédération internationale. Et puis le siège de Volkswagen en Allemagne perquisitionné. En France, les propriétaires concernés par la fraude s'organisent pour faire valoir leurs droits. Il serait 1 million. 1000 clients se sont déjà regroupés. Mais tout de suite, l'actualité dans votre région. 4e jour de grève des éboueurs à Paris. Les ordures s'entassent, le conflit se durcit. Des agents ont envahi ce matin la mairie du 10e arrondissement. Uber casse les prix. À partir de demain, les tarifs vont baisser de 20% dans la capitale. Nouvel épisode de la guerre que se livrent VTC et taxi. On en parlera avec Laurent Lannes, auteur d'un livre sur le prédateur Uber. Et puis un hôtel parisien condamné à 30 000 € de dommages et intérêts. Sa faute, avoir utilisé sur sa moquette et ses rideaux le motif de la Palme d'Or, emblème du Festival de Cannes. Mais d'abord, des rues transformées en dépotoirs. Depuis lundi, les ordures ne sont plus ramassées dans la moitié des arrondissements parisiens. Une partie des éboueurs et des agents de propreté sont en grève et pour l'instant, les négociations semblent dans l'impasse. Maude de Bohan, Isabelle Audin. Des poubelles qui débordent et des ordures qui s'entassent. Quelques jours sans collecte des déchets et certaines rues parisiennes se transforment en décharges à ciel ouvert, comme ici, dans le Sentier. On n'a pas d'infos, on n'a rien et regardez la rue, c'est immonde. Immonde. C'est désolant que ça soit autant de bazar. Ça donne pas une très bonne image. Moi, je suis là pour quelques jours et je suis pas sûr que je reviendrai. Rue de Vaugirard, la situation est moins critique, mais inquiète tout de même les restaurateurs. Les clients qui viennent de ce côté-là, qui voient tous les ordures, ça donne pas envie de rentrer au restaurant. Eux voient rouge et se disent méprisés par leur direction. Les éboueurs, conducteurs d'engins et autres égoutiers de la mairie de Paris ont envahi ce matin la mairie du 10e arrondissement. Les grévistes dénoncent leur système de promotion interne et réclament une automatisation des augmentations de salaire en raison notamment de la pénibilité de leur travail. On a le sentiment que notre mairie ne nous lâche et est en train de tout lâcher, mais de toute manière, nous, le fil conducteur est rompu. On n'a plus confiance du tout à la municipalité aujourd'hui. On a été reçus hier méprisés par nos directions, méprisés par nos directeurs, la directrice et le directeur, qui ont méprisé les personnels en disant qu'on était des mauvais. Voilà. La mairie de Paris recevait cet après-midi encore les syndicats avec des propositions d'ouverture affichées publiquement. Les propositions de la ville sont une augmentation des taux de promotion par rapport aux 3 dernières années. Il y a largement de quoi discuter entre les deux. Mais la promotion automatique n'est ni faisable d'un point de vue financier, ni souhaitable d'un point de vue fonctionnement. En attendant, la mairie a fait appel à des éboueurs privés pour évacuer un maximum d'ordures. De quoi éviter certains clichés de trop circuler sur les réseaux sociaux. Je vais la mettre sur Instagram. Je vais dire que mon quartier... Uber contre-attaque après ses démêlés judiciaires et alors que 2 compagnies de taxi viennent de lancer des offres commerciales, le géant américain des voitures avec chauffeur annonce qu'il va baisser de 20% ses prix à Paris et ce, dès demain. Alexandra Elkaïm, Antoine Marguet. Après la guerre des nerfs entre VTC et taxi, c'est désormais une guerre commerciale qui sévit dans la bataille des transports à Paris. La société américaine Uber relance sa conquête en baissant ses tarifs de 20% dès demain sur son service de VTC professionnel. Une riposte à une concurrence sévère des taxis organisée depuis septembre. 10 € le week-end de minuit à 5 h du matin dans tout Paris sur l'application mobile des taxis bleus. Il nous faut être inventifs, être attractif et répondre aux attentes des clients. Sur certains moments de la journée, sur certaines cibles de clientèle, on doit être plus attractif d'un point de vue prix. C'est la raison pour laquelle on a fait cette offre. Ce n'est pas une réaction, c'est plutôt une action moderne, inventive pour continuer d'attirer les clients et les jeunes en particulier vers le taxi. Offensive également de la société G7 qui propose aux moins de 26 ans un tarif préférentiel le week-end. Une stratégie qui n'échappe pas au VTC. Cette compagnie parisienne a revu à la baisse ses tarifs en septembre avec pour objectif l'augmentation de sa flotte. Aujourd'hui, la clientèle n'est pas servie, elle est mal servie, le marché est en expansion, le marché a besoin de beaucoup plus de chauffeurs qu'il n'en a aujourd'hui et la vraie concurrence sur le marché se fait au niveau des chauffeurs. Qui sera capable d'attirer les chauffeurs
dans sa centrale de réservation. C'est là que se situe la vraie concurrence aujourd'hui. Une concurrence qui, aujourd'hui, pourrait bien arranger les affaires des clients à la recherche toujours des tarifs moins chers. Bonsoir Laurent Lannes. Bonsoir. Vous venez de publier ce livre, Uber ou la prédation en bande organisée aux éditions le Tiers-Livre. Alors avec un titre et une couverture pareil, il y a peu de doute, c'est un ouvrage à charge. Vous aviez écrit il y a quelque temps un livre sur les taxis de la Marne. Rassurez-moi, ce n'est pas une œuvre commandée par la Fédération des taxis cette fois. Non, ce n'est pas une œuvre commandée. Moi, j'ai engagé un certain nombre de travaux sur le mouvement ouvrier et le monde du taxi, l'univers du taxi m'a intéressé parce que c'est en même temps un modèle d'intégration sociale pour tout un tas de populations ou de gens en difficulté d'intégration en ville notamment. Et c'est donc un modèle qui m'a toujours intéressé. Là, en l'occurrence, la baisse des prix que vient d'annoncer Uber, pour vous, elle est symbolique de cette volonté d'écraser la concurrence du géant américain ? C'est un nouvel épisode de la guerre totale qu'a engagé Uber, mais pas simplement en France, aussi dans le monde entier, pour imposer une position hégémonique qui lui servira à la fois de rassurer ses investisseurs et d'assurer son développement. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, la valeur d'Uber est estimée à 50 milliards de dollars. Donc, si vous voulez, ça fait partie de cette stratégie offensive, mais qui vient après quand même la décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré la loi Thévenoud, qui organise les relations entre les taxis et les VTC. On a bien compris que c'était une contre-attaque commerciale. Ouais. Vous parlez dans le livre d'ubérisation des esprits. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'ubérisation des esprits, si vous voulez, dans mon idée, on n'est pas dans la communication avec Uber, on est dans la propagande. Le fondateur d'Uber, Travis Kalanick, a déclaré lui-même qu'il avait engagé une bataille politique contre Et donc, par les exemple, taxis. quand on voit circuler des choses sur les chauffeurs de taxi qui ne seraient pas aimables, etc., ça, vous pensez que c'est Uber qui est derrière ce genre de choses ? Je pense en tous les cas que c'est faux. Après la grande grève des taxis le 25 juin dernier, il y a un sondage qui est paru dans le Parisien qui disait que 57% des Franciliens ou des Français trouvaient justifier la grève des taxis et considéraient que la loi ne les protégeait pas assez. Je pense, si vous voulez, l'ubérisation des esprits consiste à dire que l'innovation, c'est la modernité, c'est la jeunesse. Et dans le modèle d'Uber, il n'y a pas grand-chose d'innovant. Si on y regarde de près, d'ailleurs, l'UFC Que Choisir, qui est une organisation de consommateurs, dans les conditions d'utilisation, a dénoncé, a relevé 22 clauses abusives ou illicites. Et alors en fait, on a l'impression que vous avez pris l'exemple d'Uber, mais que vous auriez pu aussi bien parler d'Airbnb ou encore d'Amazon. C'est une certaine économie numérique agressive que vous dénoncez ? Ce que je dénonce surtout, si vous voulez, c'est le discours qui est autour et qui nous fait croire que ces modèles innovants vont nous imposer une vision de la société qui n'est pas forcément celle qu'on a envie de partager. D'ailleurs, quand le consommateur se souvient qu'il est aussi citoyen, vous savez très bien que, par exemple, une société comme Uber ne paye pas d'impôts en France. Vous savez aussi qu'Uber, qui en effet a annoncé qu'elle allait baisser ses tarifs, mais lors de la Saint-Valentin, les augmente, les multiplie par 3 ou 4. Ça a été le cas récemment à Londres, à la suite de la grève du métro, où les taxis, les tarifs d'Uber ont été multipliés par 4 ou 5. Merci beaucoup, Laurent Lannes, d'être venu partager ce point de vue. En bref, les bus de la région vont subir des contrôles anti-pollution. C'est une demande du syndicat des transports d'Île-de-France après le scandale Volkswagen. Sur les 9000 bus en service actuellement, certains sont en effet de marque Scania ou MAN, filiale du groupe allemand. Dans l'actualité également, cette alerte à la légionnelle, la bactérie qui peut causer une infection des poumons, a été détectée dans une résidence HLM de Saint-Prix, dans le Val d'Oise. 1 millier d'habitants sont privés de douche jusqu'à nouvel ordre. Tania Watine, Johan Dorion. Depuis une semaine, la douche chaude est fortement déconseillée. Alors comme autrefois, Marie-Christine se sert d'un gant et d'une petite quantité d'eau. Plus de douche, on se lave au lavabo, bon, c'est pas bien grave du moment que le problème soit résolu, quoi. Le problème se cache dans ces canalisations. La forme dangereuse de la bactérie de la légionnelle a été détectée. Marie-Christine peut boire l'eau froide ou s'en servir pour cuire les aliments, mais elle est déconseillée pour les douches à cause du risque d'inhalation de gouttelettes. La bactérie Legionella pneumophila se développe en effet dans l'eau entre 25 et 47 degrés. Elle peut alors occasionner des problèmes similaires à une bronchite, mais nécessite un traitement adapté pour éviter d'infecter les poumons. Les 1000 locataires de cette résidence ont été informés du problème vendredi dernier et des consignes de sécurité sans être affolés. Hier soir, j'ai pris une douche, mais alors plutôt froide que chaude, quoi. Je vais chez mes enfants prendre ma douche, qui habitent à 500 mètres d'ici. D'accord. Ça vous inquiète ou pas ? Pas du tout.
Le bailleur social espère que tout rentrera dans l'ordre d'ici une semaine, le temps que les bactéries soient détruites grâce à des mesures techniques prises dès vendredi dernier. C'est d'abord une montée en température de l'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 degrés, ce qui permet de tuer les bactéries qui ne résistent pas à ce niveau de température. Et immédiatement après, on a enchaîné sur l'injection de chlore dans le réseau d'eau chaude sanitaire, là aussi, pour parfaire le dispositif et éliminer l'ensemble des bactéries. En attendant un retour à la normale, la mairie de Saint-Prix met à disposition des locataires les douches du complexe sportif. On vient de l'apprendre, un détenu en permission n'a pas réintégré hier soir la maison d'arrêt de Réau en Seine-et-Marne. C'est de cette même prison que s'était également évadé, encore lors d'une permission, le braqueur qui a grièvement blessé un policier lundi en Seine-Saint-Denis. Et puis un mois quasiment jour pour jour après l'arrivée des premiers réfugiés en provenance d'Allemagne, le ministre de l'Intérieur annonce ce matin qu'ils allaient être répartis dans des zones où le marché immobilier est moins tendu. Environ 600 personnes sont pour l'heure hébergées dans des centres provisoires, notamment en Seine-et-Marne et dans le Val d'Oise. Certains devaient partir dès aujourd'hui vers la Haute-Marne. Cette question à présent, que reste-t-il du redressement productif? Fut une époque où on ne parlait que de lui et de son bouillonnant ministre Arnaud Montebourg. Depuis son départ du gouvernement, plus rien, ou presque. Et c'est bien ce qui désole le maire de Fleury-Mérogis, faute d'aide de l'État. Une usine installée dans sa commune risque de fermer. Valentine Poncy, Fanny Bouteiller. Dans cette usine, on produit les peintures automobiles destinées à de grands constructeurs français et étrangers. Implantée depuis les années 50 à Fleury-Mérogis, elle a développé un savoir-faire unique. Reprise par un groupe allemand et financée en partie par des fonds japonais, elle a acquis une dimension internationale. L'usine, vétuste, doit être reconstruite sur un autre site de la ville. Un projet estimé à 20 millions d'euros. Il faut racheter un nouveau terrain, bien évidemment, et puis donc investir dans des nouveaux bâtiments, dans du process. Pour que l'opération puisse se faire, en fait, il nous manque encore 2 à 3 millions d'euros. Donc c'est là où on sollicite un soutien effectivement financier de l'État. Ces 3 millions d'euros pourraient faire toute la différence. Afin de préserver l'emploi sur le territoire français, l'entreprise prétend au fonds de relance de l'industrie mis en place par le gouvernement. Malgré les nombreuses sollicitations de la municipalité, le dossier n'avance pas depuis maintenant 3 ans. La seule réponse que nous avions eue, c'était une visite qui devait se faire sur le site à l'époque par Arnaud Montebourg, qui l'a annulée au dernier moment, d'ailleurs sans explication. Et aujourd'hui, on parle d'attirer des investisseurs étrangers, ce qui peut être l'occasion ici de préserver l'emploi, de faire de nouvelles industries respectueuses de l'environnement. Et finalement, il y a un énorme décalage entre le discours et ce qui se passe, puisque l'absence totale de réponse est plus que stupéfiante. C'est même, j'ai envie de dire, quasi une insulte envers les élus et les salariés. Sans ce soutien de l'État, les investisseurs pourraient être tentés par d'autres projets à l'étranger. L'activité de l'usine et une centaine d'emplois seraient alors menacés. Le centre commercial Beaugrenelle dans le 15e arrondissement ouvrira tous les dimanches à compter du 18 octobre. Dans un communiqué, la direction annonce que les 3/4 des enseignes ont trouvé un accord avec leurs salariés. Proche de la Tour Eiffel, le centre a été classé zone touristique internationale par la loi Macron, même si les touristes ne représentent que 20% de sa clientèle. L'État qui va débloquer près d'1 milliard d'euros pour soutenir justement le tourisme. L'annonce a été faite ce matin lors d'une conférence au ministère des Affaires étrangères. Objectif, attirer toujours plus de visiteurs. Olivier Chaplet. Première destination touristique au monde, mais seulement 3e en termes de recettes, la France entend combler ce déficit. 1 milliard d'euros sur 5 ans, c'est le pactole mobilisé par la Caisse des dépôts pour doper ce secteur. 3 dispositifs seront adossés à cette plateforme d'investissement. En premier lieu, une foncière dotée de 500 millions sera dédiée au renforcement de l'offre hôtelière et autres types d'hébergement. Un deuxième volet ciblera les territoires et leurs équipements, comme les sites de loisirs ou parcs d'exposition. Enfin, 100 millions seront alloués au financement et au développement d'entreprises innovantes. 100 millions de touristes d'ici 2020, c'est l'objectif affiché de ce plan. L'an dernier, 84 millions avaient été recensés.
Former du personnel qualifié pour les nombreux hôtels et restaurants de luxe de la région, c'est l'objectif de l'école de la gastronomie qui vient d'ouvrir à Ferrières en Seine-et-Marne. 35 étudiants viennent d'y faire leur rentrée. Farid Benbekay, Philippe Aliès. Donc le couple arrive de là-bas. Et c'est parti pour le tout premier cours pratique. Au programme, les techniques d'accueil dans un restaurant de prestige. C'est Anaïs qui s'y colle. Accueil jugé un peu trop rapide pour le professeur, Christophe Novarovski va leur enseigner les usages dans l'univers du luxe. Ça passe par en effet savoir que la chaise ici sur le parquet fait du bruit, s'il n'y a pas les patins, savoir qu'il ne faut pas tirer la table trop forte, sinon on risque de faire bouger les verres comme je l'ai fait. Donc c'est tout un tas de détails qui feront la différence et qui vont apprendre justement. Un étage plus haut, cours d'espagnol appliqué à l'hôtellerie. Dans 3 ans, ces étudiants devront être capables d'accueillir une clientèle très aisée. Le tutoiement a beau être couramment utilisé en Amérique du Sud, dans les palaces parisiens, il sera proscrit. Là, c'est un petit peu plus familier. En France, on vouvoie les personnes et on accueillera les clients avec le vouvoiement, bien sûr, le Housted. Une formation 5 étoiles chez les Rothschild, propriétaires de ce château. Cédé il y a 3 ans, l'endroit appartient désormais à Khalil Kater. Bonjour chef. Bonjour monsieur. Ça va, ça se passe bien? Très bien. Patron d'hôtel et investisseur, il a déboursé 25 millions d'euros, car selon lui, la France manque de filières post-bac spécialisées dans le haut de gamme. Nous, on a joué à remettre en adéquation cette promesse, et pour ça, il faut former des gens. Et il faut leur apprendre que l'excellence à la française, c'est une fierté et non pas une honte. Mais le luxe a un prix compté jusqu'à 18 000 euros de scolarité chaque année. Clarisse, Vincent et Anaïs rêvent de rejoindre des enseignes prestigieuses. J'aimerais ouvrir ma propre chaîne d'hôtellerie à l'étranger plus tard. Moi, j'aimerais devenir concierge d'hôtel. Après, on ne sait pas de quoi la vie est faite, on peut rebondir sur des opportunités. Je ne vais pas dire aujourd'hui je vais être concierge d'hôtel, ça se trouve demain je ne serai pas du tout concierge d'hôtel. Mais oui, dans l'hôtellerie, c'est un métier où il y a énormément de travail, il y a beaucoup d'offres. En attendant le travail en palace, les étudiants en ont encore pour 3 ans à l'école. Cela devrait suffire pour maîtriser sur le bout des doigts la vie de château. Il est 19h15 à suivre quand les chercheurs ouvrent les portes de leur labo au grand public, une initiative à l'occasion de la fête de la science. Et puis, Carole Bouquet, Gérard Desarthe, Pierre Palmade, casting royal à Versailles pour une pièce anglaise sur l'univers psychiatrique. Mais avant cela, 30 000 euros le bout de moquette, ça fait un peu cher. Un hôtel parisien vient d'être condamné à verser 30 000 euros de dommages et intérêts pour avoir reproduit sur des tapis et des rideaux la célèbre Palme d'Or de Cannes. Explication Caroline Pellet, Philippe Aliès. Nous ne sommes pas à Cannes à la montée des marches du festival, mais dans un hôtel parisien 4 étoiles. Ici, la palme du 7e art est décernée à la décoration. Voici la palme qui a fait l'objet d'une condamnation dont nous sommes victimes récemment sur plainte de l'association du Festival de Cannes qui a considéré qu'il y avait une contrefaçon de sa palme alors qu'il s'agit d'une palme qui a été imaginée et dessinée par notre architecte Philippe Mélenbert. Et la palme du meilleur scénario est décernée à la justice qui vient de condamner l'établissement pour contrefaçon. 30 000 euros d'amende et l'obligation de faire disparaître le logo indésirable. Une partie de la moquette a d'ailleurs déjà été changée. Un vrai crève-cœur pour le propriétaire qui a fait de son hôtel un temple cinéma. Nous voici dans la chambre Belmondo avec évidemment, on retrouve cette palme qui est l'objet du débat. Mais vous voyez que dans l'univers de Belmondo, on retrouve le punching ball, les gants, la casquette de Jean-Paul, cette photo du film À bout de souffle. Et nous pensons que de faire un hôtel comme ça à l'hommage du cinéma français, c'est un pas de plus vers le succès du tourisme et nous regrettons ce conflit qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais ces arguments n'ont guère convaincu le Festival de Cannes qui rate de peu le prix de l'humour. La grand-messe du 7e art n'apprécie guère de voir sa marque utilisée sans son accord. Question de prestige. Où va l'argent que vous donnez au Téléthon? À l'occasion de la fête de la science, plusieurs laboratoires de la région ouvrent leurs portes au public. L'occasion de rencontrer les chercheurs qui se battent contre les myopathies. Exemple à la Pitié-Salpêtrière avec Norbert Cohen et Nedim Lankarevitch. Allez-y, serrez, fort, 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 allez encore, allez encore, relâchez. Voilà, 31,18. Isabelle vient de mesurer la force de serrage de cette jeune fille qui s'est prêtée à l'expérience.
La visite de l'Institut de myologie commence par un exemple concret. Ici, on explique comment on développe des outils pour évaluer et suivre les patients atteints de maladies neuromusculaires. On va, avec cet outil, pouvoir suivre l'évolution, soit dans le cadre d'une maladie, soit dans le cadre d'un essai thérapeutique, pour voir si cette force évolue ou pas. On a également le myopinch qui va nous permettre de mesurer la force qu'on appelle de la pince pouce-index, où on va devoir serrer le plus fort possible de cette façon. Le diagnostic est élaboré à partir de biopsies, une prise de fragments de muscles prélevés sur le patient et qui va être analysée sous toutes ses coutures. Derrière son microscope, Michel Fardot, ce chercheur a consacré sa vie à l'étude des myopathies, les maladies génétiques qui touchent les muscles. Alors, on voit un tissu musculaire avec ses fibres qui ne sont pas de taille normale et qui sont trop séparées les unes des autres par l'existence d'un tissu conjonctif, d'un tissu d'emballage qui est anormalement épais. Sur l'image, certaines fibres musculaires disparaissent. Elles sont nécrosées. C'est la signature de la myopathie. Pour faire face à la maladie, les scientifiques possèdent comme arme la thérapie cellulaire et la thérapie génique. Ici, 31 études cliniques sont en cours. La recherche est en marche et elle n'est pas prête de s'arrêter. Et notez que 3 autres laboratoires sont ouverts à Paris et Évry demain et samedi. Allez, comme promis, on vous emmène au théâtre ce soir, à la découverte de Home. Cette pièce anglaise portée par un casting de rêve sera à partir de demain au théâtre Montansier à Versailles, avant d'être donnée à Paris. Antoine Marguet et Louise Simondet ont assisté aux dernières répétitions. Une table de chaises pour 1000 personnes. 2000 à ce qu'on m'a dit. 2000 1000 pour cette chaise, 1000 pour l'autre. Carole Bouquet, en anglaise délurait. Pierre Palmade, méconnaissable en gentleman abîmé. Home, c'est avant tout une histoire de fous qui se retrouvent autour d'une table. Un huis clos comique servi par un casting bigarré. Ce que j'ai apporté, c'est plus Pierre que Palmade, en fait. Tout ce que je suis dans la vie, je pouvais l'apporter au personnage. Je viens du one-man show, Carole vient du cinéma, Gérard Dessart vient du théâtre subventionné. Valérie Carcenti vient de la télévision. Baisse ta jupe, ma fille. Mais je les connais, moi, ce genre de mec. Home nous entraîne donc dans un jardin, celui d'un hôpital psychiatrique, là où des solitudes se croisent. Une plongée dans l'absurde écrite par David Sturray, un Ionesco anglais. Je me souviens d'un temps où il était normal de se lever pour une dame. Ah oui. Pas genre de lever dont il cause. C'est une comédie anglaise, c'est quoi? Je vais vous dire, c'est du boulevard anglais. Mais le boulevard anglais, c'est pas le boulevard français. Hein, on est bien d'accord. Donc voilà, on rit beaucoup et en même temps, on est touché parce que ça parle de nous, parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que c'est des humains quand même qui sont là-dessous. La nourriture froide et la grossièreté du cuisinier, par moments, je dois l'avouer, je trouve cela odieux. C'est pas une pièce de café-théâtre avec des gens avec des entonnoirs sur la tête, mais ils se parlent d'une manière incohérente. Et ils pensent qu'ils se comprennent, mais en fait, ils se comprennent pas du tout. Dans les années 70, c'est Marguerite Duras qui a traduit Home en français. Gérard Dessart lui a retravaillé les dialogues pour être plus caustique. Une réécriture qui donne à cette comédie anglaise du rythme et même du mordant. Et les âmes polaires, vous connaissez? Je ne crois pas. Avant de se quitter, vos infos pratiques. Attention, l'arrivée ouest sur Paris sera difficile cette nuit avec la fermeture du tunnel de Neuilly, des souterrains Maillot, Dauphine et Champéret. Fermeture aussi de l'A14 entre Orgeval et Nanterre et du tunnel de la Défense à Nanterre dans l'autre sens. Des travaux cette fin de semaine sur le RER A. Le trafic sera interrompu demain soir à partir de 22h entre Nanterre Préfecture et Cergy-le-Haut, mais aussi sur la branche vers Poissy. Notez que le trafic sera interrompu toute la journée cette fois sur ces mêmes tronçons samedi et dimanche. Des navettes de substitution sont prévues. Enfin, si vous avez besoin des conseils d'un avocat, des consultations gratuites sont proposées jusqu'à ce week-end sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris, place de la République et dans plusieurs mairies d'arrondissement. C'est avec ou sans rendez-vous selon les lieux. Les adresses, les infos sont sur notre site France 3 Paris, rubrique à votre service. Voilà, dans un instant, la météo et votre édition nationale. Très belle soirée.